Okay, now. Bonjour à tous, bonsoir à tous, où que vous soyez. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire de formation de Bridging the Gap. Nous sommes en train d'établir la connexion avec notre speaker et nous avons besoin de quelques minutes supplémentaires. Donc, s'il vous plaît, soyez patients. Nous revenons vers vous très, très vite. Merci. Alicia, did you see this chat already? Yes. Pas de défilement du PowerPoint, donc je suis hors sujet car personne sourde. Ça veut dire quoi, de défilement du PowerPoint?
Alicia, can you hear me? Yes, I think he's here. Imed has connected? Yeah. I'm just waiting because Have you been in I touch don't, with him? Hi, Med. Hello. Can you hear us? Imed? Wait, yes. Hello? Hello. Okay. Okay. Hi, Med. How are you? Sorry. We are a little bit late, and so I suggest to start immediately. Ok. Bonjour Imed, c'est Blandine qui sera la modératrice. Bonjour Blandine. Désolé, je croyais que j'avais l'application, mais c'est changé, c'est GoToOpener, c'est pas GoToMeeting or Webinar. So, voilà. Je savais pas. Ok. No Bon, allez, worry, Blanc. I will support you with the slides, so just say suivant, okay? Ok, mais je fais l'introduction d'abord, Alessia, non? Oui, exactly. You can start, Blandine, because everybody are already Ok, allons-y. Est-ce que je mets ma caméra? Yes, if you want, yes, of course. Est-ce que ça marche? Ok, on m'entend à présent? Yes, Blandine, you can start. Oh, ok. Can you see the presentation? Sorry. Oui, c'est sur l'écran. Okay. But did you start for everybody now? Yeah, you can start. Blandine. Ok. Ok, rebonjour ou rebonsoir à vous tous, où que vous soyez dans le monde. Désolée pour ce petit contretemps, nous avions des soucis de connexion avec notre orateur principal que je vous présenterai après avoir brièvement fait une petite introduction. D'abord pour vous dire que de mon côté, je suis Blandine Bougnol. Je suis la directrice adjointe pour le plaidoyer chez Humanité et Inclusion, qui est aussi connue comme étant Handicap International, membre du réseau IDDC et donc partenaire de Bridging the Gap. Très heureuse d'être avec vous. Quelques mots sur Bridging the Gap et ses initiatives de webinaire de formation pour commencer. Bridging the Gap 2 est une initiative financée par l'Union européenne. Elle est coordonnée par la FIAP, la Fondation ibéro-américaine pour l'administration et les politiques publiques, et en partenariat avec 3 agences européennes pour la coopération au développement, les agences espagnoles, italiennes et autrichiennes, ainsi que 2 ONG internationales, le Forum européen du handicap, EDF, et ITDC, le Consortium international pour le développement et le handicap. Quelques mots sur IDDC avant de commencer. Donc, c'est un consortium international regroupant 32 ONG, dont des organisations de personnes porteuses de handicap. Et notre mission est d'encourager le développement inclusif au niveau international en mettant particulièrement l'accent sur la promotion de la jouissance pleine et effective des droits humains pour toutes les personnes handicapées vivant au sein de communautés économiquement défavorisées. Alors, ce cycle de webinaires organisé en partie aujourd'hui vise à développer le concept de transversalité, autrement dit en bon français mainstreaming, du handicap dans le domaine du développement, ainsi qu'à définir une approche homogène aux secteurs intéressés par le projet. Les formations sont préparées et développées par des experts internationaux sélectionnés par Bridging the Gap 2. Et chaque formation est conduite en anglais, en espagnol, en français, en sessions séparées. Et donc, pour tous ceux qui les auraient manqués, vous pouvez trouver les vidéos et des webinaires précédents sur le site web du projet, sur les pages Facebook, Twitter ou sur la chaîne YouTube du projet. Et Alessia va mettre immédiatement les liens dans la chat box. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici pour la 9e session intitulée « Initiative de plaidoyer ».
Le plaidoyer pour l'inclusion, c'est essentiel pour renforcer les personnes handicapées dans l'exercice de leurs droits et pour lutter contre toute forme de discrimination dans tous les domaines de la vie. Il est donc primordial que la voix des personnes handicapées et de leur porte-parole soit entendue, et pour cela, il faut s'assurer que cette voix soit claire et précise. Trop souvent, malheureusement, les politiques nationales et internationales venant en soutien à la Convention sur les droits des personnes handicapées manquent ou sont inadéquates ou bien sont mises en œuvre de manière inefficace. Et donc, mettre en place des initiatives de plaidoyer vise à influencer les décideurs politiques, à savoir ceux et celles, ou celles et ceux, en bon, politiquement correct, celles et ceux qui sont en mesure de légiférer, négocier ou allouer des budgets relatifs aux politiques publiques formelles. Le plaidoyer est donc nécessaire à la cohésion sociale et comporte un travail par et avec les OPH et implique de renforcer les capacités des représentations des personnes handicapées afin de leur conférer vis-à-vis des institutions qui affectent leur vie un pouvoir de participation, de négociation, d'influence, de contrôle et de responsabilisation. Cette session aujourd'hui traitera des sujets ci-dessous. Alors, on va commencer par le rôle du plaidoyer pour l'inclusion dans le cadre des droits humains, les différentes typologies de plaidoyer, les cadres et les outils légaux, la connaissance de base pour un plaidoyer efficace et la mise en œuvre d'une initiative de plaidoyer. Et pour cela, nous avons avec nous un expert qui est Imed Ouertani, qui est défenseur des droits des personnes handicapées en Tunisie. Depuis la révolution tunisienne de 2011, il a planifié et mis en œuvre et évalué plusieurs actions de plaidoyer dont la plupart ont été couronnées de succès. Ces actions ont porté sur des modifications législatives, telles que la modification de la loi électorale et de la constitution tunisienne. En outre, il s'est efforcé de garantir les engagements politiques au niveau national, comme la signature de la Charte tunisienne des droits des personnes vivant avec un handicap, qui a été signée par les partis politiques représentés par 187 députés à l'Assemblée des représentants du Parlement. En 2016, il a obtenu une maîtrise en droit dans le domaine du droit et politique en matière de handicap international et comparé à l'Université nationale d'Irlande de Galway. Et par la suite, il est devenu le premier boursier Bridge au sein de l'Alliance internationale des personnes handicapées, AIDA, et de Humanity and Inclusion. Au cours de sa bourse, M. Ouertani a fourni des formations, un soutien et un encadrement à plusieurs groupes incluant des personnes handicapées dans leurs actions de plaidoyer dans différentes régions du monde telles que l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. Donc, je vais bientôt lui donner la parole, mais avant de commencer, juste quelques conseils techniques. Donc, ce webinaire est sous-titré en direct et le lien pour suivre le sous-titrage en direct est dans la chat box qui est maintenant disponible. Et je passe immédiatement la parole à Imed. Merci Imed. Merci à vous. Merci encore une fois pour cette invitation et pour cette opportunité que vous me donnez de partager quelques expériences et notamment sur ce sujet de plaidoyer qui me semble un des sujets les plus importants pour nous, les personnes handicapées, et pour notre mouvement, car comme dit dans la présentation, c'est vraiment quelque chose qui nous semble vital parce que les politiques, en fait, à la fois, soit ils veulent mais ils ne savent pas, soit ils ne veulent pas et ne savent pas comment faire pour mettre en œuvre les droits des personnes handicapées. Donc, dans cette présentation, on va essayer de voir quelques éléments clés d'un bon plaidoyer ou quelques étapes clés, comment réussir notre plaidoyer. Et je vais agrémenter en fait ma présentation avec quelques exemples des choses qu'on a expérimentées et qui ont bien marché selon le contexte que nous avons ici en Tunisie ou dans la région du Nord-Afrique. Donc, next. Donc, on va commencer, suivant. Donc, on va commencer avec qu'est-ce que c'est qu'un plaidoyer. Le plaidoyer, en fait, il y a beaucoup de définitions qui chaque organisation ou chaque même dictionnaire présente en fait plusieurs définitions sur le plaidoyer. En fait, le plaidoyer, c'est un ensemble d'actes qui visent à un changement positif d'une politique, d'un organisme ou d'une organisation, des attitudes ou des programmes d'une institution ou même d'un pays. Donc, c'est aussi la prise de parole
pour attirer l'attention sur une problématique et sur laquelle on voudrait avoir des solutions. C'est notamment travailler et collaborer avec d'autres groupes pour un intérêt commun et insérer dans l'agenda un problème à résoudre en y apportant en fait un changement positif. Et en fait, ici, le mot-clé, c'est le changement positif. Un plaidoyer visera toujours à avoir un changement positif. C'est-à-dire, c'est la plus grande différence entre ce qu'on appelle le plaidoyer et le lobbying. Le lobbying, c'est une des méthodes du plaidoyer, mais si on dit lobbying, c'est juste un changement. Mais le plaidoyer en lui-même, c'est apporter un changement positif qui va intéresser un groupe de jeunes, une population, pour améliorer leur situation. Suivant. Donc, quelles sont les étapes primordiales pour un bon plaidoyer? Premièrement, il faut bien analyser la situation dans le pays ou dans la situation, c'est-à-dire le sujet qui nous intéresse. Premièrement, dans cette analyse, on va analyser la problématique. Quel est le problème? Dans les problèmes politiques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas vraiment d'ordre politique, mais ce qui nous intéresse ici, c'est les problématiques d'ordre politique. Les acteurs, qui sont les parties prenantes de cette problématique? L'environnement, quelle est la situation de notre pays ou de la situation? C'est-à-dire politique, économique, sociale, etc. Les options de changement. Quand on fait un plaidoyer, quand on analyse une situation, quelles sont les options de changement? Ensuite, définir un objectif et une stratégie de plaidoyer. Qu'est-ce qu'on vise? On a analysé la situation, on connaît notre problème, et maintenant, qu'est-ce qu'on vise comme changement? Qu'est-ce qu'on vise? Quel est notre objectif et comment on souhaite réaliser cet objectif? Choisir un objet à traiter par l'action de plaidoyer. Et nous allons voir après comment on fait ce choix. Parce que les problématiques, ils sont souvent très mêlés. Il y a vraiment beaucoup de causes pour une problématique, mais comment on va choisir l'objet de notre plaidoyer? Définir un objectif de plaidoyer. Quel est l'objectif? On a choisi l'objet, mais quel est l'objectif de notre plaidoyer? Identifier les alliés et les adversaires. Dans chaque campagne, on va essayer de définir qui est avec nous et qui peut-être potentiellement sera contre le changement que nous allons proposer. Et nous allons voir ensuite quelques exemples. Choisir les tactiques de plaidoyer à utiliser. Comment on va faire notre plaidoyer? Est-ce qu'on va essayer de faire de renforcement de capacité des décideurs? Est-ce qu'on va faire des campagnes, des manifestations dans la rue? Est-ce qu'on va essayer de faire des réunions? Tout ça, c'est les tactiques qu'on va essayer de choisir lors de notre plaidoyer. Et ça dépend vraiment de notre analyse de la situation. Si dans un pays, manifester, c'est quelque chose qui sera très dangereux, on va pas jouer à le faire. Et si par contre, ça marche, avoir des réunions, des conférences, ça marche, eh ben, on va essayer de privilégier cela. Identifier les messages clés, c'est un élément très important. C'est-à-dire que nous savons ce que nous voulons, mais comment le faire avec des messages qui sont à la fois sensibles et intellectuels et affectifs. Et nous allons revenir sur ces points. Ensuite, nous allons élaborer notre plan de plaidoyer. Définir les activités à mener pour la campagne de plaidoyer. Et c'est vraiment les activités de A jusqu'à Z. Imprimer des manifestes, écrire, se réunir, trouver des fonds. Tout ça, c'est la série d'activités qu'on va essayer de faire. Fixer un calendrier et des responsables. Très souvent, on va fixer un calendrier. Par exemple, durant les 2 premières semaines, on va imprimer. Après les 2 prochaines semaines, on va essayer de distribuer ces manifestes. Mais très souvent, on oublie qui est responsable de chaque activité. Donc, il est important de définir à la fois le calendrier et de définir le calendrier et les responsables des activités. Préparer un budget, il nous faut des fonds
et mobiliser ces fonds. C'est-à-dire, on va essayer de trouver de l'argent pour faire notre campagne de plaidoyer et on va essayer de mobiliser des fonds pour que ça marche. Ensuite, enfin, exécuter, suivre et évaluer le plan de notre plaidoyer. Il nous faut présenter les messages et nous allons voir, comme je l'ai dit, comment articuler ces messages, utiliser les médias, gérer les rencontres, rédiger les lettres de plaidoyer et suivre, évaluer les actions. Suivant, comment on va définir l'objectif de notre plaidoyer? La cause à défendre. Nous devons choisir notre cause à défendre. C'est le problème qui nécessite une action politique. Notre cause, nous devons choisir une cause qui nécessite un changement politique. L'objectif global, la finalité, c'est-à-dire c'est le rêve, c'est-à-dire que c'est l'objectif final. Notre plaidoyer est une étape, la campagne de plaidoyer que nous allons choisir est seulement une étape pour atteindre cet objectif global. Cet objectif global fait référence à l'ensemble des problèmes que nous essayons de traiter. L'objectif spécifique, quant à lui, c'est le changement que nous visons maintenant. C'est vraiment l'objectif de cette campagne, la campagne de plaidoyer que nous avons choisi de traiter. Donc, suivant, analyser la situation. La première étape, c'est, comme on a dit, c'est analyser la situation. Comment on va faire ça? Tout d'abord, il nous faut collecter des données. Il s'agit de collecter, d'analyser et d'utiliser les informations à notre disposition. Ces données, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives, susceptibles de soutenir la campagne de plaidoyer. C'est-à-dire, quantitative et qualitative. Quantitative, c'est tout ce qui est chiffres, tout ce qui est données, tout ce qui est disponible officiellement et officieusement, par exemple par les recherches d'organisation, par exemple dans les différents documents de rapports de projets d'organisations internationaux. Tout ça, c'est des données quantitatives. Mais qualitatives, dans le plaidoyer, il y a aussi une très grande importance des informations qualitatives, avoir des témoignages de personnes qui souffrent de la problématique que nous essayons de traiter, à mettre des visages, des photos, des choses comme ça qui vont essayer d'influencer aussi l'affectif des décideurs. Les cibles. Quand on va collecter les données, quand on va analyser, on va essayer aussi de trouver les cibles. Qui sont les cibles? Les cibles, c'est les décideurs politiques qu'il est possible d'influencer en vue d'avoir le changement positif que nous souhaitons. C'est les responsables gouvernementaux, les parlementaires, un responsable local. C'est la personne qui décide, c'est la personne qui a le pouvoir de faire le changement que nous souhaitons. Ensuite, c'est assurer le soutien, construire des alliances avec d'autres acteurs, individus ou groupes adhérents ou soutenant la cause que nous souhaitons. Il nous faut trouver ces personnes, ces individus ou ces groupes qui soutiennent notre cause, afin de construire des alliances. Ensuite, quand on analyse la situation, on va essayer de trouver les canaux de communication. Quel est le média qui marche? La voie de transmission, est-ce que c'est des lettres? Est-ce que c'est des lettres publiques? Est-ce que c'est la radio? Est-ce que c'est la télé? Est-ce que c'est la presse? Ou c'est les réseaux sociaux? Tout ça, on va essayer d'analyser et voir quelles sont les voies de communication qui vont avoir le plus d'impact quand on fait une campagne de plaidoyer. L'exécution, c'est mettre en œuvre la série d'actions ou d'activités planifiées pour atteindre les objectifs spécifiques. Donc, c'est-à-dire mettre en place ou exécuter le plan d'action. Suivi et évaluation. Le suivi consiste à récolter les données permettant
de mesurer l'avancement l'avancement des atteintes des objectifs et les atteintes des objectifs de la mobilisation. L'évaluation, c'est de voir où est-ce qu'on a réussi ou pas et à quelle échelle nous avons réussi à atteindre notre objectif. Suivant. Qu'est-ce qui détermine la cause à défendre? Donc, premièrement, c'est la vision et le message. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la vision qu'on a de cette cause? Est-ce qu'on est pour, par exemple, on va prendre un exemple, est-ce qu'on est pour l'inclusion des enfants handicapés dans l'école ordinaire? Est-ce qu'on est contre? Quelle est la vision qu'a la société par rapport à ça? Et les messages. Comment on va écrire un message? Quels sont les messages que nous allons donner à la société pour argumenter notre position? L'analyse de la cause. Quand on fait une analyse, des fois, on va se retrouver, on va comprendre que la cause est très, très difficile à régler. Surtout si c'est un problème économique, tout ça. Donc, on va essayer de changer notre cause. La compréhension de la cause. Si nous avons une compréhension minime de la cause, il est très souvent dangereux de s'aventurer. Par exemple, si on veut, je vais te donner un exemple, si on veut l'augmentation du budget du ministère des Affaires sociales, mais nous ne connaissons pas comment fonctionne en fait le financement du budget du ministère. Il est très difficile d'aller argumenter ou discuter avec les décideurs si nous ne connaissons pas le processus de création de ce budget. Donc, il est très important de connaître d'abord tous ces éléments avant d'aller défendre cette cause. Suivant. Il y a des conditions primordiales pour choisir la cause ou la campagne de plaidoyer. Comment on peut définir ça? Donc, la cause à défendre doit être précise et axiale. Il nous faut être précis dans ce que nous demandons, dans le changement positif que nous requérons. Et ce changement doit être axial, c'est-à-dire qu'il doit viser le maximum de personnes handicapées. Ça doit être un changement clé. Pour exemple, si dans une campagne de plaidoyer, et c'est une histoire vraie, vous demandez que les billets d'avion soient à moitié prix pour les personnes handicapées, est-ce que c'est quelque chose d'axial? Pas du tout, parce qu'il y a une minorité de personnes handicapées qui a la chance aussi de prendre les avions et de voyager. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas axial, même si c'est un choix. Possibilité d'atteindre des résultats faciles et en lien avec la cause et d'assurer des succès ultérieurs. Il nous faut, quand on fait un plan d'action, il nous faut aussi s'assurer que nous pouvons atteindre des succès faciles dans les premiers pas. C'est-à-dire que si une cause est très difficile à atteindre, il est primordial d'avoir en fait des étapes de réussite pour essayer d'avoir des succès ultérieurs. Pourquoi? Parce que quand on a des succès faciles au début, ça va motiver les gens, ça va motiver le volontaire, ça va motiver le mouvement à continuer dans cette route. Si d'abord la première étape est très difficile à atteindre, parce qu'une campagne de plaidoyer, c'est pas vraiment quelque chose d'une semaine ou d'un mois, ça peut durer des années. Et donc, il nous faut toujours avoir des succès successifs pour pouvoir en fait continuer à avoir la même motivation et la même mobilisation. Qu'elle soit une cause qui mobilise, c'est-à-dire qu'il nous faut avoir une cause qui va entraîner avec nous plusieurs groupes, même pas les personnes handicapées, par exemple les enfants, les parents d'enfants. Si on vise l'amélioration du système éducatif, par exemple, même les parents d'enfants non handicapés seraient peut-être intéressés de rejoindre notre cause. Les instituteurs aussi, par exemple, pourraient être aussi intéressés de rejoindre notre cause. Donc, cette cause doit avoir la capacité de mobiliser aussi d'autres acteurs. Suivant. Ici, il y a un schéma. Comment on peut faire pour définir une cause?
Donc, il y a ce qu'on appelle l'arbre à problème et l'arbre à solution. Je les ai mis côte à côte et on va essayer de faire juste une de ces branches pour essayer d'avancer, de ne pas perdre de temps. Vous pouvez revenir ensuite au webinaire enregistré pour lire ce document en détail. En fait, à la gauche, vous avez l'arbre à problème. On va prendre un problème, un exemple. Par exemple, la plupart des enfants handicapés scolarisés ne sont pas inclus dans les écoles ordinaires. Comment on va analyser ça? Pourquoi ils ne sont pas inclus dans les écoles ordinaires? On va peut-être réfléchir et on va dire la plupart des écoles primaires n'ont pas les moyens d'accueillir les enfants handicapés. C'est une raison. Cette cause, elle est entraînée par quoi? Par la majorité des enseignants ne sont pas préparés à la prise en charge éducative des enfants handicapés. Il y a une autre cause, c'est les locaux ne sont pas très accessibles. Enfin, le matériel éducatif disponible n'est pas adapté aux enfants, à tous les enfants. Ça, c'est le problème. Quand on fait une analyse, on va faire une analyse comme ça. C'est une branche des problèmes. Il y a d'autres branches et on peut aller encore plus loin dans l'analyse. Comment on va transformer ça en solution, en objectif de plaidoyer? Donc, notre objectif final, l'objectif global, notre rêve, c'est la plupart des enfants handicapés en âge scolarisable sont inclus dans les écoles primaires ordinaires. Notre objectif spécifique, la plupart des écoles primaires ont les moyens d'accueillir les enfants handicapés. Nous souhaitons que la plupart des écoles ordinaires ont les moyens d'accueillir les enfants handicapés. On va essayer de travailler sur notre cause, c'est la majorité des enseignants sont préparés. Ensuite, les locaux sont accessibles. Et enfin, le matériel éducatif disponible est adapté à tous les enfants. Donc, quand on va faire ça, c'est l'arbre à solution. Nous avons défini les problèmes d'une branche du problème. Et là, c'est les objectifs de cette branche du problème. Suivant. Alors, notre campagne de plaidoyer. Nous allons essayer de travailler sur cette branche. Et nous avons choisi de travailler sur cette partie-là. Donc, le résultat attendu. Le manuel éducatif disponible est disponible et adapté à tous les enfants. Donc, nous allons essayer de faire en sorte que le manuel éducatif disponible soit adapté à tous les enfants. On va essayer également de faire que les locaux soient accessibles. On va essayer également que la majorité des enseignants soient préparés. Chacun de ces trois branches est une campagne de plaidoyer. On peut aller encore plus loin. Par exemple, si on allait réfléchir, comment faire en sorte, la question c'est comment faire en sorte que le manuel éducatif disponible soit adapté à tous les enfants. C'est ça c'est une cause à défendre dans une campagne de plaidoyer. Comment faire en sorte que les écoles soient accessibles? Aller voir le ministère, rencontrer les architectes, faire un standard d'accessibilité éducative des écoles. Tout cela, c'est une des activités du plaidoyer. Ces activités de plaidoyer, par effet, vont nous aider à atteindre ce que j'appelle le rêve ou l'objectif global, c'est que la plupart des enfants scolarisables sont dans les écoles ordinaires. Ça, c'est juste un exemple. Il y en a plein d'autres. C'est un des moyens d'analyser et de faire en sorte comment on fait un choix d'une cause de plaidoyer. Suivant. Donc, une des parties primordiales, c'est collecter les données. Donc, on a fait l'analyse et maintenant, on va collecter les données et les analyser. Utiliser des données quantitatives et qualitatives adéquates
en vue de soutenir chaque étape du plaidoyer. Il ne faut pas juste commencer, par exemple, je reviens toujours à mon exemple, il ne faut pas juste commencer, par exemple, quand on cherche les données, à combien d'écoles sont accessibles. Il nous faut aller aussi à chercher des données pour chaque étape de plaidoyer. Qui décide? Quels sont les standards qui sont appliqués? Comment on fait la régulation? Comment on fait en sorte que l'État surveille que ces standards soient respectés? Tout ça, c'est des données. Il y a aussi combien d'enfants sont en dehors des écoles? Comment les enfants, s'ils sont en dehors des écoles, où sont-ils? Comment ils vivent, ces enfants qui sont en dehors de l'école? Comment les parents font pour que leurs enfants soient à l'école? Qui gère ou comment les coûts sont pris en charge par les parents? Tout ça, c'est des données qu'il nous faut trouver pour faire en sorte que notre cause ait du sens et pour soutenir chaque étape de notre plaidoyer. Il y a aussi une partie importante, c'est quels sont les éléments politiques, légaux, qui vont soutenir notre plaidoyer. Est-ce que notre pays a ratifié la Convention? Si oui, est-ce que l'article 24 est transmis dans la loi d'éducation? L'article 24 de la Convention qui est sur l'éducation. Est-ce qu'elle est transcrite dans un décret-loi de notre pays? Tout ça, c'est des données à trouver. C'est une activité très importante pour maîtriser le sujet. Nous devons devenir des experts de la cause que nous essayons de défendre. Nous sommes des experts sur nos problèmes, mais très rarement, nous sommes très peu experts sur les solutions. Il est important d'être expert à la fois des problèmes que nous rencontrons, mais à la fois aussi des solutions. Très souvent, quand on rencontre des décideurs, on leur expose le problème, mais on ne leur propose pas de solution. Et c'est là tout l'enjeu. Il nous faut devenir des experts des solutions. Pour élaborer les arguments, voilà, la solution que nous souhaitons, c'est cela. Et voici nos arguments. Les nombres, les témoignages, tout ça, c'est nos arguments. Pour déterminer les parties ciblées, qui décide? Comme je l'ai dit, c'est très important de dire qui décide. Et j'ai toujours tendance à dire qui a le dernier tampon. Quand on signe, qui a le tampon de validation à la fin pour que le changement apparaît. Enfin, pour convaincre, et quand je dis pour convaincre, non seulement le décideur, mais aussi l'opinion publique et les potentiels adversaires qui seront peut-être amenés à s'opposer à la cause que vous essayez de défendre. Encore sur la collecte de données, les questions qui peuvent aider suivant, excuse-moi, ouais, c'est bon. Les questions qui peuvent aider pour les menus. Excusez-moi. Les questions qui peuvent vous aider pour collecter vos données. Quelles sont les causes du problème? Quelles sont les parties influentes pour résoudre le problème? Est-ce que c'est le Parlement? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est un parti politique? Est-ce que c'est une personne? Quels sont les processus décisionnels qui vont résoudre le problème? Est-ce que c'est une commission qui va se réunir, qui va faire une proposition au Parlement, le Parlement qui va envoyer ça au ministère, et enfin le ministère il va renvoyer un sujet? Tout le processus de prise de décision. Il nous faut connaître cette carte de prise de décision afin d'avoir en tête les différentes institutions sur lesquelles nous devons faire nos plaidoyers, qui vont être sujets de notre plaidoyer. Des fois, la décision ne dépend pas d'une seule personne ou d'une seule institution. C'est tout un processus. Et donc, connaître le processus de prise de décision sur notre problème va nous aider à agir concrètement et facilement pour avoir le changement. Suivant, sur la collecte de données, encore une fois, c'est avoir les données, c'est confronter des avis et des arguments.
contraire. La situation que nous souhaitons changer est elle-même basée sur un avis et c'est des arguments préexistants. Quand on va proposer un changement, nous allons faire face à des arguments, à des avis qui aiment le statu quo, qui aiment la situation actuelle. Il y a des arguments pour légitimer la situation actuelle. Avoir connaissance des données, connaître notre sujet, va nous permettre de refuter ou de confronter ces arguments et ces avis contraires. Changement de regard sur le problème, c'est-à-dire que parfois, les décideurs ou même l'opinion publique, il va dire non, c'est un problème secondaire, c'est pas quelque chose qui va affecter les gens, c'est quelque chose qui n'est pas primordial ou prioritaire. Avoir connaissance des données, ça va nous permettre de faire un changement de regard sur ce problème. Réfuter les a priori. Comme on a dit, réfuter les a priori, c'est-à-dire que la situation que nous souhaitons changer est basée sur des a priori. Tout va bien. Les enfants, par exemple, les enfants dans les centres spécialisés sont très bien, tout va bien, ils sont bien là-bas, ils sont bien pris en charge. Donc, les a priori, c'est que tout va bien dans la situation actuelle. Comment nous devons faire pour que ces a priori changent? C'est d'avoir le maximum de données. Et enfin, c'est la révision des stratégies sans succès et appuyer les stratégies ou les politiques avec succès. Ça va nous permettre de dire cette stratégie ou cette politique ne marche pas parce que voilà, il y a des résultats qui le montrent. Par contre, ce que vous faites là, ou ce qui existe dans d'autres pays, ça marche et voilà les résultats. Ça va nous permettre aussi à la fois d'appuyer ce qui marche et de diminuer ou de refuter ce qui ne marche pas. Suivant. Maintenant, nous allons discuter. L'enquête, c'est sur les publics cibles. Voilà. Donc, maintenant, c'est les publics cibles. Les publics cibles, c'est les personnes, il s'agit habituellement d'influencer les décideurs locaux ou nationaux. C'est-à-dire, le public cible, c'est qui on vise à travers notre plaidoyer, qui décide. Il nous faut déterminer leur connaissance, déterminer une stratégie d'influence. Un ministère, un parlementaire, ce n'est pas la même chose. Quand on va décider, par exemple, quand on va discuter avec un ministre ou un ministère ou un chef de cabinet, c'est pas la même chose comme parler pour un parlementaire qui fait partie d'un groupe politique, qui fait partie d'une majorité ou de l'opposition. Donc, connaître ses publics cibles, c'est aussi très important pour agir concrètement. C'est aussi, il nous faut déterminer la cible principale, directe. C'est celle qui a le pouvoir du changement. C'est elle qui a le dernier tampon pour signer le changement. Les cibles secondaires influentes, ça peut être le chef de cabinet du ministre. C'est pas lui qui décide, mais il peut nous soutenir pour faire le changement ou pour agir sur la personne qui a le dernier mot pour créer le changement. Élaborer, comme on a dit, élaborer une carte ou un diagramme du pouvoir. Qui a le pouvoir? Comment ça marche? Est-ce que par exemple, le directeur de département qui est au-dessus de lui le chef du cabinet, qui a au-dessus de lui le ministre et qui a au-dessus de lui, par exemple, le premier ministre. Cette carte de pouvoir est importante pour savoir par où on va, quelle est la porte d'entrée la plus facile, la plus accessible pour nous pour faire le changement. Suivant. Donc, sur les publics cibles, qui possède le pouvoir décisionnaire pour résoudre le problème? Comme on l'a dit, quels sont leurs points? Quel est leur point de vue sur le sujet? Quel est leur point de vue sur le problème? Que va-t-il gagner en solutionnant le problème? Que va-t-il perdre? Comment atteindre les décideurs parlementaires, par exemple?
directement à travers des proches influents, les relations personnelles. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'il nous faut analyser, on a déterminé qui décide, la personne ou le groupe ou le parti politique, il nous faut comprendre aussi quel est leur point de vue sur le problème. Est-ce qu'ils ont un point de vue? On peut revenir vers, par exemple, lire les journaux, voir les médias, certains interviews pour dire, voilà, a priori, cette personne a tel point de vue sur le problème que nous allons essayer de résoudre, la solution positive que nous cherchons. Comment on peut atteindre cette personne? Est-ce qu'on a un lien personnel avec cette personne? Est-ce qu'on connaît, par exemple, et ça marche très souvent comme ça, et nous avons testé ça, si un des membres de notre mouvement, par exemple, connaît un membre de famille de cette personne-là, est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, mobiliser cette personne pour avoir le contact direct avec le décideur? Le cousin, la mère, le frère, la femme, donc tout ça. Est-ce qu'on peut avoir un moyen d'interagir directement et de façon personnelle avec ce décideur? Suivant. Donc, on a déterminé le public cible. Maintenant, il nous faut déterminer les parties prenantes. Pendant la planification d'une campagne de plaidoyer, on doit déterminer les parties prenantes. Les personnes influencées par la cause, c'est-à-dire qui sont affectées par la cause. Les enfants handicapés, par exemple, je reviens toujours sur cet exemple des enfants handicapés, c'est les enfants handicapés, les parents des enfants handicapés, mais si on veut une amélioration, par exemple, de tout le système scolaire, c'est aussi les parents d'enfants non handicapés. Mais ça peut être aussi le syndicat des enseignants, ça peut être aussi les centres spécialisés, ça peut être aussi les syndicats des éducateurs spécialisés. Tous ces groupes-là sont affectés, sont influencés par la cause. Les personnes qui peuvent influencer la cause, les décisionnaires. Donc, les parties influentes indirectes qui permettent d'atteindre la partie décisionnaire. Comme on a dit, il y a des fois des parties influentes, mais qui n'ont pas le pouvoir décisionnaire. Ils sont influents, mais ils n'ont pas vraiment le pouvoir décisionnaire. Par exemple, le président du parti politique dans la majorité qui est au gouvernement. C'est à la fois une personne influente, mais qui n'a pas le pouvoir décisionnaire. Elle peut influencer le décideur. Suivant. Donc, quel est le changement que nous visons? Ça dépend du public cible. Si notre public cible, si ce que nous voulons faire, c'est un changement d'une institution, d'un gouvernement, d'un ministère, c'est un changement dans les politiques. Donc, c'est quelque chose qui va avoir trait à la politique, à la législation, au budget, au décret, à des choses institutionnelles, systématiques. Mais si c'est une personne que nous voulons influencer, un parlementaire, un ministre, un gouverneur local, le maire, c'est plutôt des changements d'attitude, de la vision, des comportements. Donc, ça va être une relation plutôt de sensibilisation. Ce n'est pas un changement systématique que nous souhaitons, mais c'est plutôt un changement d'attitude de cette personne, un changement de son regard, un changement de son attitude, de son comportement. Il est très important de dissocier entre les deux, très souvent ou parfois. La solution, les lois, le budget est totalement là, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est une seule personne qui ne veut pas, qui ne sait pas comment mettre en œuvre ce qui a été décidé. Le système est là, mais ça ne marche pas parce que c'est la cause personnelle. C'est une personne qui bloque. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est le changement d'attitude, de vision et de comportement de cette personne. Suivant. Importance d'analyser la position des parties prenantes. Il est important de déterminer qui sont nos alliés et nos adversaires. Déterminer qui cibler en priorité afin de maximiser les effets. Déterminer la stratégie d'influence spécifique et adaptée à chaque acteur.
concentrer l'attention et les moyens de manière à assurer une efficience maximale, ne pas dilapider les forces et les ressources, ne pas dilapider les forces de manière à nous affaiblir. C'est-à-dire, il nous faut bien faire l'analyse des publics cibles ou des parties prenantes pour savoir ces personnes-là ou ce groupe-là est prioritaire, donc nous allons directement nous diriger vers eux. Ces parties prenantes ne sont pas prioritaires, donc nous allons essayer de les influencer ultérieurement, pas maintenant. Il y a aussi, en tant que groupe de personnes handicapées ou de mouvements ou d'organisations, nous n'avons pas des ressources illimitées. Donc, nous devons faire en sorte que nos ressources soient exploitées, soient utilisées de façon efficace pour savoir nos ressources humaines et financières doivent être utilisées de façon à directement viser le changement le plus rapidement possible et de façon la plus efficace possible. Il est aussi important de déterminer qui sont nos alliés et qui sont nos adversaires. Suivant, étape de l'analyse des parties prenantes. Imed, s'il te plaît, juste pour t'indiquer qu'il est 13h29. Oui. Donc, s'il t'était possible de continuer pour peut-être 5 minutes, et comme ça, on a quand même encore du temps pour prendre quelques questions à l'oral. Mais à l'origine, on prévoyait de fermer à 13h30. On a commencé tard, donc on peut poursuivre un petit peu, mais on va difficilement pouvoir aller au-delà de 45-50. Ok. Merci. Donc, nous devons faire en sorte de savoir qui sont les parties prenantes, donc qui sont les adversaires, qui va s'opposer au changement que nous souhaitons mettre en place et qui va être d'accord avec le changement que nous souhaitons mettre en place. Ensuite, suivant, pourquoi sont-ils importants? Pourquoi il est important d'analyser les parties prenantes? Parce que certains sont neutres ou de potentiels alliés, d'autres sont neutres et de potentiels adversaires, certains sont hésitants, mais tous peuvent influencer. Il est important de savoir que tous peuvent influencer. Donc, nous allons directement sauter ces parties-là pour aller sur la question des messages. Donc, c'est la diapo numéro 25. Donc, comment on va composer notre message? Le contenu et les idées ciblées, les arguments utilisés pour convaincre. La langue et les termes utilisés. La forme, par quel moyen sera présenté le message pour assurer la meilleure influence. Réunion, lettres, publicité, tous ces éléments-là, comment on va essayer de mettre en place notre message et comment nous allons essayer de le transmettre. Le temps et l'espace. Quel est le meilleur moment pour présenter la lettre? Y a-t-il un lieu qui détermine le mieux la présentation de la lettre avec le plus de crédibilité? Par exemple, si on va parler des enfants ou des familles défavorisées, il est très souvent mal vu de faire une conférence dans un hôtel 5 étoiles. Ça va diminuer la crédibilité de notre message. Si par exemple notre pays est en cours d'élection législative ou présidentielle, il est peut-être aussi c'est un moment privilégié pour présenter la lettre ou les messages de notre plaidoyer et de commencer la campagne de plaidoyer en utilisant ce moment clé pour influencer les décideurs. Suivant, quelles sont les caractéristiques d'un message clair ou d'un bon message? Le message doit être succinct, c'est-à-dire être le plus réduit possible, expliquer le fond du problème, être clair, comme je l'ai dit,
vise l'affectif en plus de l'intellect et vise les conséquences, l'intérêt, la motivation d'agir. Donc, c'est cela aussi, avoir un message. Suivant. Donc, l'argument, comment l'organiser? Quand on va travailler sur un argumentaire pour une cause de plaidoyer, comment l'organiser? Soumettre le problème. Il nous faut soumettre le problème. Présenter là ou les solutions préférées, ce que nous voulons. Apporter les arguments. Pourquoi? C'est les solutions que nous proposons. Présenter de manière d'atteindre l'objectif. Comment? Qu'est-ce qui est attendu de la partie ciblée? Quel est le changement que nous voulons voir? Donc, ensuite, on va aller essayer d'avoir blanc. C'est aller sur le diapo 30. Avant-dernière sur le diapo 30. Avant-dernière, voilà. Est-ce que c'est bon? Il y a un sapin dans l'arbre, dans la diapo 30. Et pardon, c'est la mobilisation de moyens. Voilà, là, c'est la mobilisation de ces moyens de communication. Excuse-moi, c'est pas la diapo 30. Oh. Voilà, là, il y a aussi. Voilà, exactement. Donc, Okay. merci. Donc, comment on va faire ça? Comment on va mettre en place nos moyens de communication? Si nous devons discuter, par exemple, de façon rationnelle, il nous faut créer des études, trouver des études, mettre en place des études pour avoir des arguments de façon rationnelle. Et c'est souvent les scientifiques, les chercheurs sur lesquels on va essayer de viser ce changement-là, ce changement de position en utilisant des études. Si c'est des politiciens, c'est plutôt des moyens de façon médian. C'est-à-dire que ce n'est pas des arguments, c'est des publications qui ne sont pas très scientifiques, ce n'est pas vraiment une recherche, mais c'est plutôt que ça se passe sur des arguments, sur de l'affectif et sur des choses comme ça. Si on va se diriger vers le grand public, on va plutôt utiliser des slogans et des moyens de communication simples. C'est-à-dire, on va créer des slogans comme le slogan très bien connu, rien sur nous, sans nous. Ça, c'est un slogan qui a beaucoup fonctionné et qui a mobilisé la totalité de la communauté des personnes handicapées. Dernière diapo, c'est suivant, c'est comme construction des alliances. Comment on peut construire des alliances? Donc, certaines questions peuvent nous aider pour déterminer comment on peut construire des alliances et avec qui. Tout d'abord, il faut nous poser la question, pourquoi a-t-on besoin d'alliances? Est-ce qu'on est capable de faire la campagne de plaidoyer tout seul? C'est pratiquement impossible, il nous faut toujours des alliances. Quelle relation avec le plaidoyer? Cette alliance, ces personnes que nous avons déterminées, quelle est leur relation avec le plaidoyer? Est-ce qu'ils sont capables de faire du plaidoyer? Est-ce qu'ils ont des renforts? Est-ce qu'ils ont la capacité financière, ressources humaines, connaissances pour nous soutenir pour faire une campagne de plaidoyer? Qui et pourquoi? Quelle organisation pour assurer une approche participative et un leadership horizontal? Il est très important quand on construit une alliance d'avoir un leadership horizontal. Aucune organisation indépendante ne voudra avoir un leadership vertical, c'est-à-dire une organisation qui est au-dessus des autres et qui décide tout. Il nous faut toujours avoir, quand on construit une alliance, un leadership horizontal. C'est une approche participative. Une des recommandations, c'est mettre en place une charte qui va déterminer les valeurs communes, les objectifs, les principes du travail, les méthodes de décision. Donc, il est important, quand on fait une campagne de plaidoyer, de mettre en place cette charte
quand on construit une alliance, car parfois, certains membres de l'alliance peuvent dévier et c'est très important d'avoir cette charte. Enfin, dernière diapo, donc next, suivant, et je vais finir avec ça, c'est exécution, exécuter la stratégie ou le plan d'action du plaidoyer. Pourquoi je n'ai pas développé ces points? Parce qu'il n'y a pas vraiment de recette de cuisine pour exécuter un plan de plaidoyer. C'est pas quelque chose, c'est pas scientifique. Ça dépend du moyen. Ça dépend des moyens, du contexte, des personnes, du pays, des connaissances. Donc, des fois, ce n'est pas étape 1, étape 2, étape 3. C'est vraiment quelque chose qui est très flexible, qui dépend aussi des connaissances qu'on a, des moyens, du contexte sur lequel on travaille. Il y a aussi des événements qui peuvent arriver qui vont nous pousser à accélérer notre mouvement de plaidoyer. Comme on a dit, par exemple, la Tunisie, la révolution est apparue soudainement, ce n'était pas prévu. Et donc, le mouvement des personnes handicapées s'est retrouvé à travailler sur la constitution tunisienne, nouvelle constitution. Et nous avons tout fait pour qu'il y ait un article dans la constitution. Donc, exécuter le plan d'action, exécuter l'ensemble des activités prévues pour atteindre les résultats, quelle action, qui s'en charge, comme on l'a dit, comment, quand, tout cela, c'est des moyens, quels sont les moyens, quels sont les indicateurs. Tout cela, c'est vraiment quelque chose qui est propre à chaque contexte, à chaque organisation. Mais les éléments discutés au début, c'est-à-dire toutes les étapes de collecte de données, de mobilisation et tout ça, va nous aider à répondre à ces questions. Voilà, je vous remercie. En fait, j'avais prévu beaucoup plus d'informations, mais le sujet de plaidoyer est vraiment très large. J'ai essayé d'argumenter avec certains exemples et j'attends vos questions. Merci beaucoup et encore une fois, désolé pour ce petit retard. Et si je suis totalement ouvert à vos questions. Merci Imed, merci beaucoup. C'est vrai que c'est un sujet très riche. Je pense qu'aussi la question de la contextualisation fait qu'il n'y a pas de recette miracle comme vous le disiez tout à l'heure. On a eu quelques questions déjà dans, alors pas dans le chat en tant que tel, mais dans la partie questions, et notamment la distinction à faire entre quelle est la distinction à faire entre les cibles et le cadre? J'ai compris la question comme étant à savoir dans des contextes où par exemple il y a une certaine instabilité politique, où peut-être les maires ou les ministres ou les parlementaires changent souvent, il y a peut-être un risque en fait à travailler auprès de ces cibles-là, quand en fait l'objectif visé serait un changement du cadre politique ou réglementaire. Donc, comment arriver à un changement dans les politiques avec des décideurs qui éventuellement sont assez volatiles? J'ai compris la question comme ça en tout cas. Si vous avez d'autres questions, et donc Imed, je t'invite à répondre à celle-ci, mais si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, levez la main. Il y a un petit bouton, je ne sais pas comment c'est écrit en français, en anglais c'est raise the hand. Et sinon, vous pouvez inscrire votre message dans le chat aussi. Merci. Merci pour cette question. En fait, c'est vraiment un des défis du plaidoyer. Dans beaucoup de pays, et surtout dans les pays où il y a une instabilité politique, c'est un mix des deux ce qu'il faut faire. Parce que si on va travailler sur le système, on va modifier les lois, on va modifier le budget, mais ça dépend vraiment beaucoup aussi de cette personne qui va arriver, qui va supprimer tout ce que la personne ou le prédécesseur a fait. Quelle est la solution? Donc, d'abord garantir que le système va changer selon la modification ou le changement positif que nous souhaitons, c'est-à-dire que si le problème est dans la loi, tout d'abord, il nous faut ne pas perdre de temps pour que cette personne-là change, puisque le problème principal, c'est la loi. Donc, on va essayer de travailler sur la loi. Acquérir ce changement positif dans le système, dans un changement systématique, ça ne veut pas dire qu'on a réussi, parce que, comme vous l'avez dit, ça dépend aussi beaucoup de cette personne qui va essayer d'effacer. Mais c'est très difficile d'effacer une loi.
c'est beaucoup plus compliqué d'effacer une loi que d'effacer un décret. Donc, c'est aussi, donc, si on a cette instabilité, on va essayer de travailler à une modification systématique qui va nous garantir au moins d'avoir des arguments. Mais c'est un travail continu. Comme on dit, les personnes, surtout les personnes handicapées, c'est très difficile à atteindre et très facile à oublier. Donc, si on a ce changement systématique, après, il nous faudra toujours revenir à la charge. Une des idées clés, peut-être, c'est aussi quelque chose qu'on a utilisé ici, et j'ai vu beaucoup de mouvements l'utiliser, c'est d'avoir des liens non pas avec le décideur politique, mais avec son administration, c'est-à-dire le directeur de section, le directeur qui est toujours là en fait. Les ministres, ils changent, mais le directeur responsable de l'éducation inclusive ou de l'éducation lui-même ou de l'éducation primaire, c'est très rare qu'il change, c'est souvent le même. Donc, avoir des liens avec cette personne secondaire, donc c'est le décideur secondaire, très proche, ça va nous aider à influencer toujours, tout le temps, ce nouveau ministre qui va arriver. C'est-à-dire construire à la fois des liens avec ces décideurs ou ces influenceurs secondaires, ça va nous permettre d'avoir toujours une porte d'entrée, peu importe s'il change ou pas, peu importe l'instabilité, avec le décideur principal. C'est un des moyens et j'espère avoir répondu. Y a-t-il d'autres questions? Oui, je veux bien donner la parole à Rokhaya Diop qui avait levé la main. Est-ce qu'on peut vous entendre? J'ai vu le symbole de lever de la main, mais je ne crois pas qu'on entende cette personne. J'essaie de voir dans le chat s'il y avait des questions par rapport à ça. Ok, il y avait une autre question qui était, alors je passe à cette question qui est arrivée et qui dit, dans un pays qui a ratifié la CDPH, est-ce qu'il faut vraiment se poser la question du gain pour les décideurs politiques? Ou est-ce que cela viendrait dans le sens qu'ils auraient intérêt à mettre en œuvre des mesures de mise en œuvre efficace de la CDPH? En tout cas, c'est comme ça que je comprends la question. Je m'excuse à l'avance si j'interprète mal les questions, mais Très bonne question. Très bonne question. Oui, très bonne question et c'est toujours une question qui revient. Je vais te demander, s'il te plaît, si tu peux mettre la diapo 23 en fait sur quelle orientation stratégique qui répond à la fois à la première et à la deuxième question. Quelle orientation stratégique? Voilà. Donc, il faut toujours se poser quel gain a le décideur politique. Pourquoi? Parce que même si la convention est une obligation légale, il est important que cette convention soit, il y a aussi un webinaire qui traite de ça, que cette convention soit que les lois nationaux soient harmonisées avec la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Pourquoi on va se poser la question de l'intérêt de ces décideurs politiques? Parce que il peut, voilà, par exemple, je vais prendre l'exemple de la Tunisie, c'est mon pays, donc je peux en parler comme je veux. Donc, là, on a ratifié la convention en 2008. On est en 2019 et pour l'instant, il y a très, très, très peu de dispositions de la convention qui sont mises en œuvre. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, les décideurs politiques, mis à part qu'il n'y a pas vraiment de système pour les obliger concrètement à mettre en œuvre la convention. Donc, il vaut mieux avoir une orientation stratégique. Il y a plusieurs orientations stratégiques pour essayer de les influencer. Par exemple, sur l'intérêt de ces décideurs politiques, il est très souvent utile d'aller vers ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire que aller dire à ces décideurs politiques, regardez, beaucoup de bailleurs de fonds, l'USAID, l'AFD, l'Agence française de développement, le GIZ, l'Agence allemande de développement,
ont intégré dans leur fonds, dans l'obligation de leur fonds, la partie qui concerne qu'on doit mettre en place l'inclusion des personnes handicapées ou des enfants handicapés dans n'importe quel programme. Si vous voulez avoir des fonds, de meilleurs fonds, plus de fonds, si vous voulez avoir une bonne image pour être réélu, pour avoir une image de progressiste, pour avoir une image de quelqu'un qui fait son boulot, monsieur le ministre, il est dans votre intérêt de mettre en place les dispositions de la Convention, même si c'est une obligation légale. C'est un mixte des deux. Ne pas dire, c'est parce qu'il est important de dire oui, c'est une obligation légale, mais voici votre intérêt si vous le mettez, si vous mettez en œuvre cette disposition. Et vous pouvez aussi compléter avec une autre approche, l'approche coopérative, c'est-à-dire nous pouvons vous soutenir, nous avons des fonds, monsieur le ministre, les parlementaires, nous avons des fonds grâce aux bailleurs, grâce à notre projet, pour vous soutenir à mettre en place ce que nous souhaitons dans une approche coopérative. Voilà. J'espère avoir répondu. Oui, merci Imed. Je vais donner la parole à Rokaya Diop. Je vais réessayer. Oui, allô? Bon, je m'excuse, on doit passer. Il y avait une autre question de la part de Zoenabou Zavadogo. Je vais lui donner la parole. Je n'arrive pas à connecter son micro. OK. Donc, c'était une question qui était aussi inscrite dans le chat. Cette personne demandait à revenir en fait sur les stratégies de communication parce que voilà, elle aurait aimé en savoir un peu plus. Et j'ajoute la dernière question, et je suis désolée, après ça, on va devoir terminer, qui nous vient du Sénégal, de Mor Sokna, qui explique qu'il y a un système de points focaux dans les ministères pour les questions de genre, à savoir est-ce qu'il serait intéressant de mettre en place ce système pour les personnes handicapées, et donc quel plaidoyer pourrait être mis en œuvre pour cet objectif-là. OK. Donc, pour les moyens de communication ou pour la stratégie de communication, en fait, les stratégies de communication dépendent, dans chaque étape de plaidoyer, dans une campagne de plaidoyer, on va viser plusieurs acteurs qui ont chacun une approche de la compréhension de notre cause différente. On va prendre un exemple concret, par exemple sur l'éducation inclusive. OK? Donc, qui sont les différents acteurs? On note d'abord, par exemple, et je vais prendre un exemple concret en Tunisie. Nous allons essayer de mettre en place l'éducation inclusive pour les enfants handicapés. Nous nous sommes retrouvés avec plusieurs acteurs qui, chacun d'eux, a une approche différente. Premièrement, nous avons trouvé les chercheurs. Les chercheurs, eux, ont trouvé, l'argumentaire pour eux, c'était la qualité. Donc, nous avons essayé d'avoir des recherches. On travaillait au même niveau de discussion avec eux. C'est-à-dire, nous avons fait des études pour prouver que l'éducation inclusive, et il y a beaucoup d'études qui le prouvent, pour essayer de les convaincre. Ensuite, nous avons trouvé aussi l'UNICEF, qui est un acteur important. Donc, l'UNICEF, qui a une obligation de respecter les conventions internationales quand elle soutient un pays. Donc, nous avons essayé de travailler avec eux dans une communication basée sur les arguments législatifs et légaux internationaux, la Convention internationale, mais aussi les objectifs de développement durable. Donc, c'est aussi un argument politique. Nous avons trouvé aussi le ministère qui, son argument à lui, c'était vraiment l'argument de budget, ça coûte plus cher. Nous avons déjà un financement qui part vers les centres spécialisés, qui est sous le ministère des Affaires sociales. Donc, nous avons essayé de trouver comment on peut dégager des fonds pour mettre en place l'éducation inclusive.
et nous avons trouvé un opposant. L'opposant, c'est la Fédération des associations de centres spécialisés. L'argumentaire qu'on a essayé de trouver, c'est l'intérêt commun. Vous voulez avoir, les travailleurs de ces centres spécialisés veulent avoir une meilleure situation. Donc, il est dans leur intérêt que ça soit, leur centre se transforme en centre inclusif, pris en charge par l'État, donc ils deviennent des employés publics. Il y a une meilleure situation en Tunisie, je ne sais pas dans les autres pays, mais en Tunisie, il est beaucoup mieux d'être fonctionnaire de l'État. Donc, on a essayé de trouver ces stratégies de communication et dans ces messages-là. Et vous voyez, c'est pas vraiment, c'est la même cause, mais nous avons transformé notre message dépendant à qui nous nous adressons. Ce qui nous a permis ça, c'est vraiment d'analyser les différentes parties prenantes. Ensuite, pour la deuxième question, c'est totalement une des dispositions de la Convention, c'est d'avoir des points focaux. L'article 33, c'est l'article 33.1, si je ne me trompe pas, qui vise et qui dit aux États parties de mettre en place dans les différents ministères, à la fois horizontalement et verticalement, des points focaux qui seront en charge de soutenir la mise en œuvre de la Convention et de faire le suivi de la mise en œuvre de la Convention. Donc, si ça existe dans le genre, c'est un argument pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez vous baser sur l'expérience des mouvements du genre qui ont réussi à avoir cela, mais en plus, vous avez encore un argument légal, c'est-à-dire ce qu'on appelle un argument d'autorité, c'est un argument législatif de la Convention dans l'article 33 qui dit que les États doivent mettre en place ces points focaux. Donc, prendre l'expérience du genre et l'adapter à ce que vous voulez, et en plus ajouter cet argument légal. Voilà, j'espère avoir répondu. Merci beaucoup, Imed. J'espère que, en effet, ces réponses auront bien aidé nos participants. Je suis désolée, on va devoir clore cette session. Bien sûr, elle est encore très riche. Vous pouvez prendre contact sans doute avec Alicia de Bridging the Gap et pour avoir plus d'informations sur tout cela. Je vous rappelle que l'enregistrement de ce webinaire sera disponible sur le site internet et les réseaux sociaux du projet de Bridging the Gap, et un email de suivi vous sera envoyé avec un petit sondage, avec aussi le matériel d'apprentissage, donc la présentation PowerPoint d'Imed. Et donc, la prochaine session de webinaire se centrera sur les questions des femmes et des handicaps. Et donc, vous pourrez vous inscrire pour celle-ci aussi. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Encore un grand merci pour votre participation et à très bientôt. Merci à vous et à très bientôt. Merci pour votre écoute. Merci.